Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, discussion autour d'un sujet un petit peu épineux, on va dire, peut-être pour certains. J'avais envie de vous parler d'abord globalement de l'achat du livre en ligne, donc sur internet, et puis bien sûr, forcément, ça coule un peu de source, je vais axer principalement, voire même carrément la vidéo finalement, autour de la plateforme de vente Amazon. Pour commencer, j'ai eu envie de faire cette vidéo quand au boulot on nous a envoyé un rapport de libraires américains traduit par des libraires français, le syndicat des libraires français. On avait reçu cette étude parce que Amazon va s'implanter en Suisse, bien qu'il était déjà super présent par Amazon.fr, .de, etc. Mais là, techniquement, je crois, il va y avoir un Amazon.ch. C'est pas encore fait, hein, donc peut-être que là je suis en train de dire des conneries, mais techniquement c'est un petit peu pour ça qu'on avait reçu le rapport. Puis en le lisant, j'ai de plus en plus voulu m'intéresser à d'autres choses concernant Amazon, parce que forcément quand on est commerçant, c'est un géant du e-commerce qui fait un petit peu peur, et quand on sait qu'il va arriver par chez nous, forcément qu'on se pose des questions et qu'on appréhende peut-être un petit peu son arrivée. Après ce rapport, j'ai lu En Amazonie de Jean-Baptiste Mallet, qui est un journaliste qui s'était fait engager comme intérimaire dans un entrepôt Amazon français durant la période Noël 2012, et suite à son expérience là-bas, il avait publié un ouvrage. Vous avez été aussi 2-3 à me conseiller le podcast de France Culture, donc je vous le mettrai en barre d'infos parce que je sais plus exactement comment il s'appelle, et plus 2-3 articles par-ci par-là. Il y avait notamment pas mal d'articles sur Capital, d'autres articles que j'ai pu pêcher à gauche à droite, donc ils ont pas tous les mêmes dates, bien sûr. Je pense que la chose la plus récente que j'ai pu trouver c'était le rapport et le podcast de France Culture qui date de mars, mais l'un dans l'autre, au bout d'un moment, pas mal de choses se rejoignent, et ce qui fait que au bout d'un moment, je me suis dit, je peux plus garder tout ça pour moi, j'ai envie d'en faire quelque chose, du coup, je vais en faire cette vidéo aujourd'hui. Je précise bien sûr que je vais parler de tout ce qui touche aux livres sur Amazon. Simplement parce que c'est le sujet qui me touche le plus, que je connais le mieux aussi, bien que, attention, bien connaître, je vais mettre des gros guillemets, ça veut pas dire que j'ai la science infuse sur le sujet non plus, surtout que mon métier de libraire n'a pas forcément les mêmes conditions des fois d'un pays à l'autre. Je sais qu'en France ça peut des fois se passer différemment, aux États-Unis ça va encore être autrement. Donc voilà, il se peut que des fois je dise des choses, ça concerne peut-être pas la librairie d'en bas de chez vous, mais je pense encore une fois que pas mal de choses doivent se rejoindre. Tout ce que je vais dire ici, avant tout, c'est un rassemblement d'informations que j'ai moi-même emmagasinées et que je vous redonne ici, résumé par mes soins. Si je commence la vidéo en vous disant que je suis contre Amazon, c'est pas que je vous juge parce que vous avez décidé de commander sur Amazon. À travers cette vidéo, j'ai envie d'informer, pas de juger. J'ai envie que vous ayez ensuite toutes les clés en main pour que quand vous passez une commande sur Amazon, vous vous dites ok, je sais plus ou moins les choses qui s'y passent, ce que ça peut engendrer, etc. Parce que ce soit dans le commerce ou dans d'autres domaines, je pense que notre façon de consommer a forcément des répercussions ailleurs. Alors bien sûr, Amazon n'est pas le seul à avoir les conditions que je vais citer ensuite ou à fonctionner de cette manière, mais je peux pas parler de tout le monde, on est d'accord. Bien sûr qu'on va pouvoir faire des comparaisons avec d'autres entreprises, avec d'autres e-commerce, enfin avec d'autres sujets même qui n'ont peut-être des fois rien à voir, mais encore une fois, c'est trop compliqué de mettre absolument tout dans le même panier à chaque fois, donc je peux pas parler de tout le monde, et du coup je pense pas que ça sera forcément nécessaire de venir me faire des comparaisons ensuite dans les commentaires, parce que j'en ai déjà conscience en fait. J'ai conscience que je ne vais pas pouvoir vous parler de tout en une seule vidéo, il faudrait que j'en fasse 15 différentes. Je sais pertinemment qu'Amazon c'est pas le grand méchant absolu, mais il fait pas partie des plus gentils non plus quoi. Je vais jouer la transparence aussi, j'ai été cliente Amazon, j'ai envoyé des colis depuis la plateforme jusque chez mes copines parce que c'était quand même hyper pratique. J'ai commandé des fois 2-3 trucs pour moi, mais c'est jamais devenu un réflexe. Je savais juste que, au pire des cas, si je le trouvais pas, Amazon éventuellement pouvait l'avoir. Mon regard sur les achats en ligne a pas mal évolué ces derniers temps, notamment sur ceux qu'on peut effectuer dans des pays étrangers, parce que je trouve qu'on s'est pris une hausse de contrôle et de frais de douane assez impressionnante. Depuis, j'essaye un maximum de privilégier les boutiques suisses, déjà parce que ça va dans ma démarche zéro déchet. Voilà, j'évite de commander en ligne, donc du coup ça me fait pas un carton et des emballages pour protéger le truc que j'ai commandé en plus, en trop chez moi, qui ne me sera probablement d'aucune utilité plus tard. Et si vraiment je trouve pas en boutique physique, je vais de toute manière d'abord voir s'il n'y a pas un site suisse qui me permet de l'obtenir. Alors vous l'aurez compris, moi je me suis très vite rangée dans la partie des contre Amazon, mais avant de commencer la vidéo, je me suis dit il faudrait quand même peut-être que tu poses la question aux gens. Pourquoi est-ce qu'ils commandent sur Amazon? Quels avantages ils en retirent? Et du coup je vous ai posé la question sur Twitter et Facebook. Vous avez été tellement nombreux à me répondre, j'ai fait un espèce de melting pot de toutes vos réponses. Principalement ce qui ressortait en général, c'est que
ce qu'on souhaite est forcément toujours en stock, donc ce qui génère en général une livraison assez rapide. Beaucoup ont cité les prix des livres moins chers, surtout pour les livres en anglais, et la raison qui est revenue quand même vraiment très souvent, c'était pas besoin de se déplacer, hop hop hop, en un clic, on met dans son panier, le lendemain ou dans 2 jours, c'est directement chez nous dans notre boîte aux lettres. Alors dans cette dernière catégorie, j'avais soit pas le temps de se déplacer, pas les moyens, ou juste pas l'envie. Voilà, alors pour pas les moyens, je peux tout à fait comprendre parce qu'on est malheureusement pas tous logés à la même enseigne, que ce soit permis de conduire, que ce soit mobilité réduite, enfin voilà, on a tous nos raisons des fois de ne pas pouvoir se déplacer en ville. Il suffit qu'on habite dans un endroit à circuler où il faut prendre son temps et prendre sa voiture pour aller en ville. Je peux comprendre. Beaucoup ont témoigné justement de leur frustration de se déplacer, d'arriver, de demander à un libraire s'ils avaient le bouquin souhaité, qu'en fait non, ils l'avaient pas, et que du coup ils ont dû repartir bredouille, et encore ça c'est quand on décide de ne pas le commander, parce que du coup si on le commande, eh ben on va devoir revenir en ville quand il va arriver. Donc voilà, c'est des raisons honnêtement que je peux parfaitement comprendre, peut-être même que j'avais les mêmes quand ça m'est eu arrivé de commander sur Amazon. La première réflexion qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu que les gens étaient des fois un petit peu frustrés de pas avoir le livre souhaité directement en librairie quand ils s'y rendaient, c'était tout simple. Je me disais mais un coup de téléphone, et si on n'a pas envie d'appeler, email. En général aujourd'hui les librairies, même les indépendantes, les surfaces culturelles, tout ça, ils ont toujours ce genre de moyens de communication. On n'a pas besoin à chaque fois de se déplacer physiquement pour aller poser la question si le libraire a ça en stock. Je vous assure, comme je me charge de l'accueil dans la librairie où je bosse, les coups de téléphone, je peux vous dire que j'en ai très souvent dans la journée, et les emails, on n'en parle même pas quoi. Et du coup, vous êtes directement fixé. Ils ont pas, ils vous commandent, ils vous le mettent de côté, et peut-être même, si vous pouvez pas vous déplacer ou que vous n'avez pas envie, il y a peut-être même moyen qu'ils vous l'envoient par la poste directement, et ça arrivera aussi dans votre boîte aux lettres. Moi, tout ce que je vais vous proposer, ça peut être des alternatives ou des solutions anti-Amazon en fait finalement, hein, parce que je vais pas leur faire de la promo, ils en ont pas besoin. Après je trouve que, à part pour des cas très particuliers, je vais prendre des bouquins de cours ou de théorie, enfin voilà, des trucs très importants, très urgents, ce qui existe aussi dans le domaine du livre, je trouve que pour une lecture plaisir à la base, je ne comprends pas spécialement l'urgence de l'avoir, je sais pas, genre le jour J, où on s'est dit je vais en ville, il faut que je rentre avec ce bouquin-là absolument. Je le vois presque quotidiennement à la librairie, les gens sont de plus en plus impatients, ils ont de la peine à attendre. Quand on leur dit que le livre arrivera en 2-3 jours ouvrables, ce qui est le plus rapide qu'on puisse faire de notre côté, ils sont non, ça va pas, c'est pas assez rapide. Quand on fait une recherche et que, voilà, l'ordinateur prend un petit peu de temps pour faire notre recherche, tout de suite ils sont un petit peu genre c'est bon vous avez trouvé, et je ressens ça vraiment, cette impatience. On a tellement l'habitude aujourd'hui à avoir de plus en plus de choses presque instantanément. Si je prends mon cas par exemple, admettons 2 secondes que je bosse pas en librairie, si j'ai envie d'un livre en particulier, ben d'abord je vais me renseigner, je vais pas me dire j'arrive en librairie donc ils l'auront. Et s'ils l'ont pas, eh ben je le commande. C'est pas trop grave si je dois attendre 2 jours avant de le commencer, je pense que j'ai de quoi faire en attendant. Mais si vraiment c'est une lecture que je commence directement après achat, en général, c'est pas un livre que j'étais venue chercher à la base. C'est de toute façon un livre que j'ai trouvé parce que je flânais dans les rayons, je regardais ce qui se passait et tout d'un coup, pouf, celui-ci, il me parle bien, je le prends, et ben oui, tiens, je vais le commencer tout de suite. Mais si c'est vraiment un livre que je voulais absolument avoir, ben je fais le nécessaire avant pour l'avoir le jour où j'aurais eu envie de l'avoir. Pour en revenir aux réponses que je vous ai posées au sujet d'Amazon, il y avait une petite partie qui parlait des phobies sociales. Et alors pour ça, c'est clair, je ne peux rien dire, vraiment. À part peut-être passer par une autre plateforme de e-commerce, passer par le site d'un libraire indépendant, par le site d'une surface culturelle. Je sais très bien qu'il n'y a pas qu'Amazon en fait, voilà. Et des fois je me dis, c'est clair, c'est facile, dans Amazon on a déjà toutes nos coordonnées qui sont remplies, on n'a plus qu'à cliquer sur un bouton et pouf, c'est fait. Donc c'est une habitude, ça aussi c'est revenu très souvent, c'est une habitude, donc on se pose pas vraiment plus de questions. On le fait parce que voilà, c'est facile et accessible. Du coup, je reviens au prix et au stock d'Amazon. Alors, c'est clair, je peux pas le nier, ils sont super forts. Mais il y a des raisons pourquoi ils sont parfois moins chers pour certains produits, ou alors pourquoi ils sont super rapides. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ensuite avec mes mots, mon vocabulaire. Et d'ailleurs, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que peut-être ce serait intéressant de vous faire aussi une vidéo sur le prix du livre en Suisse, parce qu'on n'a pas de prix unique en Suisse, et je pense que c'est une des principales raisons qui fait que mes compatriotes commandent sur Amazon France par exemple, parce que forcément le livre en euros sera moins cher que quand on voit le même livre en francs suisses en Suisse.
Alors pour ce qui est de ce sujet, je vais pas trop entrer dans les détails parce que c'est toute une question de tabelles, de fournisseurs, etc. Et je sais, je comprends, les gens en Suisse font la comparaison parce que le prix du livre est imprimé en euros sur la couverture, sur la 4e de couverture. Du coup, c'est hyper facile de faire la comparaison. Et c'est clair que tu tires la gueule quand tu vois que ton livre a 12 €, ben ici, il est 24 balles. Voilà, ça peut arriver, hein. Des fois c'est le double, souvent c'est quelques francs de moins, mais on n'est pas loin. Et c'est clair, ça fait mal, hein. Je suis la première à le reconnaître. Mais chaque chose a une explication, et ça aussi j'y reviendrai je pense dans une prochaine vidéo, si ça peut vous intéresser. Après cette introduction juste la plus longue de toute ma chaîne, nous allons entrer enfin dans le vif du sujet. Du coup, je me permets de vous faire un petit rappel, je n'ai pas la science infuse sur le sujet. Oui, je vais pouvoir me tromper, oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez le droit de me le faire savoir, mais j'aimerais que on le fasse un petit peu comme d'habitude sur cette chaîne, avec bienveillance et avec clémence et avec compassion dans les commentaires. Il n'y a pas besoin de venir m'insulter dans les commentaires à me dire que de toute façon j'ai rien compris à la vie et que je suis anti-Amazon, anti-technologie, anti-progrès. Voilà, je pense qu'on peut chacun donner son avis là-dessus, gentiment, pas besoin qu'on s'insulte pour ça, voilà. Je précise aussi que cette vidéo, pour une des premières de ma chaîne, est écrite, voilà. Et justement, c'est une première, donc je sais pas encore vraiment si ça passe bien ou pas, ça vous paraîtra peut-être moins spontané que d'habitude. Voilà, je suis désolée, mais là, cette fois, je pouvais vraiment pas vous faire un truc comme je le fais habituellement, où je me pose et je commence à parler, et ça part dans tous les sens, et c'est brouillon, et vous comprenez rien. Voilà, là, il fallait que je fasse un truc posé et tout, ça fait, je pense, 1 mois et demi que je bosse cette vidéo. Maintenant j'y vais là. Alors Jeff Bezos a créé Amazon en 1994 pour mes amis français. Il a consacré son e-commerce d'abord aux livres, c'était son premier produit en vente. Aujourd'hui, quand on regarde, le livre n'a plus qu'un tout petit pourcentage dans le chiffre d'affaires Amazon. Parce que depuis, voilà, il s'est mis à vendre vraiment de tout. D'ailleurs, quand vous prenez un entrepôt Amazon, les misérables peuvent être classés à côté des brosses à dents. En un clic, on peut mettre absolument tout ce qu'on souhaite dans notre panier, on valide la commande et hop, en quelques heures, ça peut être livré chez nous. Alors c'est super pratique et c'est génial, sauf que ce qui ressort énormément du rapport américain traduit par le syndicat des libraires français, c'est qu'Amazon peut décider d'absolument tout concernant sa plateforme, ce qui est un petit peu logique. Il va pouvoir se dire que si un client n'est pas abonné à son système Prime, qui est un compte premium sur Amazon, eh bien certains articles ne lui seront pas proposés à la vente. Ça marche notamment pour les derniers jeux vidéo très à la mode. Ou alors le délai de livraison pour un client non Prime va pouvoir être allongé de 1 ou 2 journées par exemple. Tout ça en fait pour les inciter à passer du côté Prime. Il peut aussi changer ses algorithmes, par exemple si vous faites une recherche, je sais pas, pour des piles, pour des couches, pour ce que vous voulez, l'article fait par Amazon sera de toute façon en première ligne et les autres articles, même s'ils sont mieux notés, eh ben ils seront forcément plus bas. C'est un petit peu logique, vous allez me dire, vu que Amazon va de toute façon mettre d'abord en avant ses propres produits avant de mettre un produit similaire d'une marque concurrente en avant. Mais voilà, il vous incite quand même à d'abord voir son propre produit avant de voir éventuellement les autres. Donc si on pense pas à scroller, ben on peut peut-être passer à côté d'un produit qui sera certes un tout petit peu plus cher, mais peut-être de meilleure qualité, par exemple. C'est juste un exemple. Il peut aussi décider du jour au lendemain, mais souvent à cause d'obscures raisons, de supprimer le bouton ajouter au panier sur un catalogue complet. C'est ce qui est arrivé par exemple pour les éditions Hachette il y a quelques années, ou pour la maison d'édition Melville House. Donc ça fait mal parce que du coup Hachette s'est pris 50% de pertes dans les dents quand même à cause de ça. Amazon a du coup un petit peu bousillé la carrière de certains auteurs parce que leurs livres étaient juste pas ajoutables dans les paniers en fait. Pour un gros groupe comme Hachette, on peut se dire bon, ok ça fait mal, ils vont pouvoir se relever, ils sont toujours là d'ailleurs. Pour Melville House par contre, ils ont clairement tiré la gueule et ils se sont pliés au fait qu'ils allaient payer la commission supplémentaire que leur demandait Amazon. Vous pensez bien qu'être référencé sur Amazon, c'est pas gratuit. Les marques, les éditions ont des contrats bien spécifiques avec la plateforme et Jeff Bezos n'hésite pas à des fois modifier ses contrats comme bon lui semble, en tout simplement laissant le choix, hein. Finalement si vous n'êtes pas d'accord, ben vous avez qu'à partir. Mais les marques savent très bien que si elles partent, ça risque de faire très très mal à leur chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On paye plus pour rester ou est-ce qu'on part parce qu'on n'est pas d'accord mais du coup on risque de perdre pas mal de chiffres?
Donc finalement, si on veut rester sur Amazon, il faut aller dans leur sens. Et des fois, leur sens n'est pas le même que celui des éditeurs. Donc par exemple, quand il achète un livre, Amazon demandera une plus grande marge qu'un libraire indépendant ou qu'une surface culturelle. Un éditeur dans le podcast de France Culture disait que Amazon leur demandait 50% de marge, alors qu'un libraire ou une surface culturelle va demander en général entre 30 et 40% de marge. Et dans cette marge, il faut vous imaginer tout un circuit du livre. Parce que le libraire, en vendant ce livre qu'il a acheté 30% moins cher, eh ben, il va pouvoir rembourser des frais. Son loyer, ses frais d'électricité, son programme, ses libraires, racheter du nouveau stock, etc. S'il n'avait pas de marge et qu'il achetait un livre à 0%, mettons 10 €, et quand il vend ce livre 10 €, eh ben, il n'a rien fait, il n'a rien pu générer comme profit. La vente de ce livre a tout simplement remboursé l'achat de ce livre. Du coup, en imposant ce genre de conditions, Amazon fout quand même une belle écharde dans le circuit du livre, et certains éditeurs ne peuvent tout simplement plus gagner assez. Et un éditeur qui ne gagne plus assez à cause d'un bouton ajouté au panier, supprimé, ou à cause d'une marge ou une commission trop importante, forcément gagnera moins d'argent, et du coup produira moins de livres. Il pourra plus prendre de risques, il pourra plus se dire j'essaie de donner leur chance à ces nouveaux auteurs, je vais maintenant plus que éditer des gros auteurs qui, je suis sûre, vont me faire rentrer du chiffre, parce que, au bout d'un moment, il faut bien manger, et avec ça, la production littéraire, elle va être de plus en plus petite. Je vais vous parler aussi de la marketplace. Peut-être que vous avez remarqué, des fois, quand vous achetez quelque chose sur Amazon, ce n'est pas Amazon même qui vous le vend, c'est un vendeur tiers. Alors je trouve qu'à la base, ça partait d'une belle idée. Ça voulait dire ouvrir son site super performant à d'autres vendeurs qui n'avaient peut-être pas les moyens ou pas les compétences pour mettre ce genre de site en place. Sauf que la marketplace, c'est un peu comme si le plus grand supermarché de votre pays, chez nous ça pourrait être Coop, Migros, en France, je sais pas, Leclerc, prenez ce que vous voulez, possédait toutes les surfaces commerciales du pays. Et du coup, vu qu'ils sont propriétaires de ces surfaces, ils savent absolument tout ce qui se passe dans les boutiques qui sont sur ces surfaces. C'est un petit peu le renard décrivant les efforts qu'il fait pour protéger les poules. Et on va prendre l'exemple d'un vendeur de chaussures, il va pouvoir voir le prix de ses chaussures, les conditions de vente, etc., lui-même faire ses propres chaussures, et du coup, en changeant l'algorithme, on met les chaussures Amazon en première ligne, et par contre, le vendeur tiers qui est sur la marketplace, on le met tout en bas. Donc malheureusement, il y a des boutiques comme ça qui ont fermé, parce qu'ils pensaient qu'en passant par la marketplace, ils allaient pouvoir atteindre une autre clientèle, celle qui se déplaçait plus en magasin. Sauf que au bout d'un moment, Amazon a fait pam, je vous ai eu, je vous ai fait exploser, et du coup, vous n'avez plus un sou. Voilà. Alors ça, ce sont les exemples que j'ai pu lire. Bien sûr qu'il y a des vendeurs tiers sur la marketplace qui s'en sortent très bien, qui ont un très bon chiffre d'affaires et qui sont peut-être très contents des conditions qu'ils ont grâce à la marketplace d'Amazon. On va souhaiter joie et prospérité aux boutiques qui arrivent quand même à fonctionner grâce à Amazon, et on va se concentrer sur les boutiques physiques qui ferment malheureusement bien souvent à cause d'Amazon et qui du coup engendrent un véritable désastre financier pour les villes dans lesquelles elles se trouvaient. Je reprends ce que j'ai pu lire, ces boutiques, elles font pas uniquement du chiffre d'affaires pour elles font vivre un endroit. Parce qu'elles consomment souvent localement, pas toutes bien sûr, mais de ce que je peux voir ici notamment, c'est quand même souvent le cas. L'argent va donc circuler sur place, et c'est comme ça que beaucoup de structures financières se sont construites aujourd'hui. Ça permet ensuite, en plus d'autres rentrées d'argent, de financer, je sais pas, des écoles, des bibliothèques, des lieux publics, de participer à la vie active d'une ville, d'un lieu, d'un endroit. Le nombre de synonymes là, attention. Aux États-Unis, il y a maintenant de plus en plus de ces boutiques qui ferment, alors pour plusieurs raisons, notamment la construction d'énormes centres commerciaux ces 20 dernières années, ou encore la stagnation des revenus des ménages. Mais l'expansion d'Amazon est quand même l'une des principales raisons de ces fermetures, alors qu'ils sont même pas là physiquement dans la plupart de ces villes. Dans le podcast France Culture, il y avait une libraire qui disait que sans concurrence, il n'y a pas de commerce. Et je suis entièrement d'accord avec elle. Pour moi, la concurrence, ça fait partie du commerce. Mais Amazon, lui, dépasse la concurrence. Il écrase tout bonnement les autres commerçants. Et une ancienne sénatrice disait carrément d'Amazon qu'ils étaient anti-concurrentiels. La possibilité de se lancer dans la concurrence, disait-elle, doit rester ouverte. C'est-à-dire qu'on doit laisser de la place
aux plus petites, aux plus jeunes entreprises qui ont envie, eux aussi, à leur échelle, pourquoi pas, de changer le monde et leur apporter quelque chose. La réponse qui ressortait le plus quand j'avais demandé pourquoi les gens commandaient sur Amazon, je vous le disais avant, c'était une question de prix. Les gens ont envie de faire des économies, ce que je peux tout à fait comprendre. On cherche tous plus ou moins à faire des économies quand on peut. Mais pour moi, Amazon n'aidera pas à avoir de meilleurs salaires à l'avenir. Et du coup, les revenus des ménages n'augmentera pas non plus. Et là, je vais arriver sur un terrain hyper glissant. Les conditions de travail chez Amazon. D'ailleurs, peut-être que certains qui regardent cette vidéo travaillent eux-mêmes chez Amazon. Moi, c'est pas le cas, j'y ai jamais mis les pieds, je sais pas à quoi ressemblent les entrepôts, enfin voilà. Je peux uniquement me baser sur ce que j'ai lu. Donc si par hasard vous avez quelque chose à dire là-dessus, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vraiment, je pense que ça pourrait apporter quelque chose en plus à cette discussion. Bon, vous êtes toujours avec moi? Je vais parler de quelques chiffres maintenant que j'ai pu lire dans le rapport américain. Au cours de leurs recherches, ils ont pu confirmer qu'Amazon, malheureusement, ne créait pas plus d'emplois. Au contraire, ils en détruisaient en général, qui réduisaient les salaires, dégradaient les conditions de travail, et malheureusement étendaient ce genre de conditions à d'autres secteurs. Voilà ce que j'ai pu lire, par exemple. Jusqu'à présent, dans la vente au détail, les emplois étaient largement dispersés dans l'ensemble du pays. Ils représentent 13% du chiffre total de l'emploi, ce qui veut dire, dans la plupart des villes, un emploi sur 8. En termes de chiffres, ils disent que fin 2015, il y a eu 295 000 emplois supprimés, que Amazon en a créé 146 000, du coup, il y a une perte de 148 000 emplois. J'ai trouvé très peu d'infos concernant les autres corps de métier chez Amazon, à part les manutentionnaires qui sont dans les entrepôts, donc tout ce qui était leader, manager, etc. Par contre, en effet, dès qu'on parle des emplois dans les stocks, il y a rarement besoin de fouiller très longtemps Internet pour trouver des choses. Leurs conditions de travail sont très souvent pointées du doigt, porter des charges extrêmement lourdes avec ou sans équipement, rester debout ou marcher pendant 10 à 12 heures d'affilée. Alors peut-être que vous allez me dire, oui mais bon, c'est un boulot, si t'as lu le contrat et que t'acceptes les conditions de ton travail, bah voilà. Alors certes, le travail en entrepôt est dur pratiquement partout. Mais pour y avoir travaillé moi-même dans des stocks, ça n'avait rien à voir, j'ai l'impression. J'ai même lu que des entreprises gardaient plus longtemps des manutentionnaires anciennement chez Amazon que des manutentionnaires qui venaient d'autres entrepôts. Parce qu'en fait, les conditions de travail sont tellement incomparables que du coup, ils sont d'accord et ils restent beaucoup plus longtemps. Ce que je résume ici, ça fait parfaitement écho au récit de Jean-Baptiste Mallet en Amazonie. C'est un journaliste qui s'est fait engager comme intérimaire dans la période de Noël 2012 dans un des entrepôts d'Amazon en France. Et dans son livre, il va remettre de nouveau en avant les choses que j'ai pu vous dire avant. Les pauses trop courtes, la délation entre collègues qui est bien vue par la direction, des jeux qui sont faits par rapport à cette délation où on gagne des points et ensuite on peut avoir des bons d'achat, etc. Le chronométrage et la surperformance qui est tout le temps demandée, contrôle, etc. Après, libre à nous de croire ou non ce qu'il raconte. Moi, personnellement, ça colle bizarrement parfaitement avec ce que j'ai pu lire ailleurs. Je vais rapidement vous reparler de chiffres. Le syndicat de la librairie française affirme que la librairie indépendante représente une activité qui génère 2 fois plus d'emplois que les grandes surfaces, 3 fois plus que la grande distribution et, selon les chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, 18 fois plus que le secteur de la vente en ligne, dont Amazon est le géant. Après, c'est sûr, d'un point de vue purement économique, le livre c'est une marchandise comme les autres. Donc si des grands financiers, des grands chefs d'entreprise ont envie de casser ce marché du livre parce qu'ils pourraient en tirer plus de profit, ils vont pas se gêner pour le faire, on est d'accord. Pour gentiment terminer cette vidéo, je vais vous lire un passage du livre de Jean-Baptiste Mallet. En choisissant d'acheter ses livres chez Amazon, le lecteur fait le choix, conscient ou inconscient, de tirer un trait sur les rôles précieux que joue la librairie comme lieu de convivialité, de partage, de découverte, de mixité et de rencontre, mais aussi sur les emplois de libraires qualifiés qui génèrent cette activité commerciale de proximité. J'ai déjà pu le lire, vous êtes déjà nombreux à me l'avoir remonté, je sais que des fois vous vous plaignez de l'accueil que vous pouvez avoir en librairie, en surface culturelle. Moi malheureusement j'ai l'impression qu'avec la montée d'Amazon, ça ne résoudra absolument pas ce problème, au contraire. Du coup il y aura de moins en moins de libraires qui seront formés et qui pourront développer un véritable accueil envers leurs clients parce que les clients, il y en aura bientôt plus. Et ça revient toujours à cette histoire de cercle vicieux qui n'en finit pas. Alors oui, des fois ça nous arrange bien de commander sur internet, de se dire qu'en quelques jours ça peut être dans notre boîte aux lettres, qu'on n'a pas besoin de se déplacer, que ça nous fait gagner du temps soit parce qu'on n'a pas les moyens ou alors qu'on peut pas le faire facilement. Mais je pense que pour ce genre de cas de figure-là, on peut passer par d'autres plateformes. Moi je le fais par exemple et je m'en porte pas plus mal en fait.
Je vois de plus en plus de libraires indépendants qui décident de former un seul site internet avec tout leur stock réuni. Ce qui fait que quand un livre n'est pas chez l'un, il est peut-être chez l'autre et que le client peut l'avoir également très rapidement. Les surfaces culturelles ont aussi des sites internet qui vous envoient très volontiers des articles par la poste, à régler sur facture, par carte de crédit, peut-être même par PayPal pour certains. Et je suis pas toute blanche. Moi aussi, des fois, j'ai un mode de consommation qui pourrait largement être meilleur pour mon environnement. J'ai juste envie que cette vidéo vous ait appris quelque chose, ou vous a peut-être ouvert les yeux. Je suis pas là pour vous dicter votre conduite pour vos achats en ligne. Je me doutais d'énormément de choses avant de lire ce que j'ai pu lire ces derniers temps, et ce que j'ai lu n'a fait que renforcer en fait ce que je pensais déjà. Et moi de mon côté, je veux bien faire de la place à Amazon, c'est pas le problème. J'aimerais juste que Amazon fasse aussi de la place aux autres. Qu'il arrête de se dire que sa toute-puissance et son argent régleront absolument tous les problèmes et qu'il peut juste écraser comme ça, sans conséquence, les autres sur son passage. C'est pas le commerce que j'aime. Et sans concurrence, il n'y a pas de commerce. Sauf que Amazon, bientôt, il n'aura plus aucun concurrent. Et je me demande bien comment se portera le commerce quand il n'y en aura plus qu'un. Et que ce un seul et unique commerce s'appellera Amazon. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que le sujet vous a plu, vous a intéressé, j'espère avoir été assez claire, que je ne suis pas partie dans trop de directions différentes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, vers quel site vous vous tournez en général pour commander vos livres ou d'autres articles, hein, on peut parler d'autres choses, sans mentionner Amazon. Voilà, je suis curieuse de savoir quels autres sites, ça peut donner des idées aux gens en fait qui ne passent peut-être plus que par Amazon et qui pourquoi pas des fois aimeraient peut-être commander ailleurs, trouver des choses différentes, des choses qu'on n'a peut-être pas chez Amazon, bien que je pense qu'ils ont un petit peu tout. Encore une fois, je le rappelle, ce sera la 3e fois mais j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, restez sympa dans les commentaires, que ce soit entre vous, avec moi. Voilà, c'était juste un sujet de discussion qui me tenait vraiment à cœur. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et à une toute prochaine.